Papa? C'est bon. Bonjour à tous, bonjour chers confrères, merci pour vous être rendu disponible pour ce webinaire consacré à la procédure participative, à la médiation. Nous avons pensé qu'il serait utile de revenir sur la médiation, la procédure participative en cette période de confinement qui, comme vous le savez, rend très difficile le fonctionnement des juridictions, voire impossible sur certaines matières, notamment en matière civile, c'est très compliqué. Notamment au tribunal judiciaire de Nanterre, vous savez, c'est quasi à l'arrêt. Donc la médiation peut être une solution face à ces difficultés actuelles et à venir, car même après le confinement, il est à craindre des délais qui soient tels que des solutions alternatives doivent être envisagées. Aujourd'hui, pour vous présenter à la fois médiation et procédure participative des avocats, mais également des représentants des deux juridictions, tribunal judiciaire et tribunal de commerce. Donc, Madame Catherine Drévillon, vice-présidente du tribunal de commerce, tout d'abord, qui nous parlera donc de la médiation en matière commerciale et de la conciliation. Et Monsieur le vice-président Daniel Barlot, pour le tribunal judiciaire, qui expliquera en quelques mots les avantages de la médiation et de la participative, avec notamment la mise en place de circuits courts, et je pense que ça va intéresser un grand nombre d'entre vous, les circuits courts pour la médiation, et peut-être de priorisation pour les dossiers ayant fait l'objet d'une procédure participative. Du côté de nos confrères, à tout seigneur, tout honneur, donc les représentants de la commission MARD, le bâtonnier Claude Duvernois et Sonia Koutchouk. Et nous aurons également Laurence Reboulot, qui vient en renfort de Sonia et de Claude pour nous présenter la procédure participative. Un rapide rappel, nous avons fait le choix de ne pas laisser la parole car vous allez être très nombreux. On a 97 personnes inscrites, donc vous allez être très nombreux à assister à ce webinaire. Donc plutôt que de laisser la parole, nous avons fait le choix, à l'instar des précédents webinaires pour ceux qui ont assisté, du Q&A. Donc vous avez sur votre écran un petit onglet Q&A ou questions-réponses, je ne sais pas, enfin moi c'est en anglais, peut-être que pour vous c'est en français. On vous demande d'utiliser cet onglet et non pas l'onglet chat, car c'est difficile de suivre les deux forums, donc autant utiliser ce forum-ci. Et durant tout l'exposé, Sonia, Laurence, Claude répondront en direct, soit par écrit, soit au fur et à mesure de la présentation, interviendront, prendront quelques-unes des questions pour les exposer à l'oral, comme ça tout le monde pourra en profiter, surtout pourra profiter de la réponse qui sera apportée. Mais j'arrête, j'étais assez bavard. Je pense que je vais tout de suite laisser la parole à nos différents intervenants, à commencer donc pour la pratique du pôle civil du tribunal judiciaire de Nanterre, Monsieur le Président Daniel Barlot. Merci, Monsieur le bâtonnier. Bonjour à tous et merci de me donner l'opportunité de venir vers vous à travers ce webinaire. Alors, c'est vrai que c'est un format qui n'est pas très usité. C'est pour moi une première, donc je suis très heureux d'avoir cette possibilité de vous parler des modes alternatifs de règlement des différends et de la pratique du tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement au regard du contexte que nous connaissons, qui est un contexte difficile et qui nous invite à rechercher de nouvelles voies pour essayer de poursuivre l'activité. Ce que je peux dire en guise d'introduction, c'est que dès avant la crise sanitaire que nous connaissons aujourd'hui, le choix avait été fait au sein de la juridiction et plus particulièrement au sein du pôle civil de favoriser le recours à ces modes alternatifs de règlement des différends en développant notamment la pratique de la médiation judiciaire. C'est une politique qui, au reste, a été largement encouragée par les pouvoirs publics et par les dernières réformes et qui, à mon sens, loin d'être remise en cause par la situation actuelle, pourrait constituer l'un des leviers
de la reprise de l'activité et de la sortie de crise. Alors, le premier point que je vais développer, c'est que cette pratique consistant à favoriser les modes alternatifs de règlement des différends est une politique judiciaire qui est assumée au sein du tribunal judiciaire de Nanterre. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, la situation des juridictions est difficile. Nous connaissons depuis plusieurs années une situation que certains ont qualifiée d'embolie de la justice, avec des délais de traitement particulièrement longs, avec une demande croissante de justice et, face à cela, des moyens qui ne suivent pas toujours, en particulier sur le terrain des ressources humaines qui nous permettent de traiter les litiges. La conséquence, vous la connaissez, c'est un allongement assez significatif du délai de traitement des procédures, avec in fine la question posée de la qualité de la justice. Alors, face à cela, les modes alternatifs de règlement des différends ont pu être regardés, non seulement à Nanterre, mais au niveau national, y compris au niveau du législateur et du gouvernement, comme un moyen de lutter contre l'engorgement des juridictions en recentrant le juge sur son office premier et sur les litiges qui ne peuvent pas faire l'objet d'un traitement autre que la voie amiable. Favoriser ces solutions, c'est aussi, à mon sens, au-delà de la considération d'ordre gestionnaire que je viens de rappeler, favoriser des solutions qui pourraient être mieux acceptées par les parties parce qu'elles sont le fruit de rapprochements successifs, d'un consensus qui se dégage et qui peut être dans son exécution, dans son application, plus facilement accepté qu'une solution judiciairement imposée par le juge. Ça ne signifie pas, bien entendu, que tous les dossiers se prêtent à ce type de traitement. La médiation n'est pas une panacée, et nous avons pu le voir dans notre pratique à Nanterre, mais chaque fois qu'elle peut être tentée et chaque fois qu'elle réussit, ça a été au plus grand bénéfice de tous. D'abord parce que les dossiers concernés ont fait l'objet d'un traitement plus rapide, plus consensuel. Ensuite, parce que cela dégage du temps judiciaire pour les autres affaires, de sorte que tout le monde est gagnant. Alors, si l'on s'intéresse à notre pratique au cours des dernières années, et si l'on dresse un bilan de cette politique de juridiction, on constate que le nombre de médiations judiciaires ordonnées a été en constante augmentation. Si je prends les 2 dernières années, échues 2018-2019, en 2018, nous avons eu 37 médiations judiciaires ordonnées, en 2019, 68, avec des taux d'accord qui sont relativement élevés, puisqu'on est entre 40 et 50%. On n'a pas la totalité des chiffres pour 2019, parce que bon nombre de mesures ordonnées ne sont pas échues, mais en moyenne, on est autour de 40 à 50% de taux de réussite. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que les procédures dans lesquelles il n'y a pas eu d'accord n'ont pas nécessairement pâti de la tentative de médiation quant à la durée totale de l'instruction. Pourquoi ? Parce que nos délais d'audiencement sont tels qu'en définitive, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de sanction à tenter une médiation et très rapidement, lorsqu'il y a un échec, la mise en état repart et finalement l'incidence sur la durée de la procédure est peu significative. Donc, c'est un bilan que nous tirons qui est assez positif. On observe aussi une diversification dans les contentieux dans lesquels ces modes amiables de règlement des litiges sont utilisés. Si je prends l'exemple de la première chambre civile, par exemple, il fut toute une période où on limitait les propositions de médiation aux conflits entre associés, entre sociétaires. On cantonnait la médiation judiciaire au droit des sociétés, au droit associatif. Et puis, depuis quelques mois, on s'est attaché à diversifier les matières dans lesquelles la médiation est utilisée, avec des résultats très satisfaisants, puisque en matière de propriété intellectuelle, par exemple, toutes les affaires dans lesquelles des médiations judiciaires ont été ordonnées ont abouti à un accord. Donc 100% de taux de réussite. De la même façon, en matière de responsabilité civile professionnelle,
on a des taux de réussite qui sont très supérieurs à ce que l'on observe en droit des sociétés. Alors, comme je l'ai dit, ce n'est pas une panacée. La médiation ne se prête pas à tous les litiges, à tous les dossiers, mais quand on sent qu'elle peut être tentée, elle est une solution qui offre des résultats tout à fait intéressants. Alors, cette politique de juridiction qui est assumée va sans doute être renouvelée dans les mois à venir. Elle est renouvelée d'abord parce que le législateur nous y incite. Vous savez que les réformes les plus récentes sont allées dans le sens du développement des modes alternatifs de règlement des litiges. Le préalable obligatoire de tentative de règlement amiable s'est imposé dans un certain nombre d'affaires. Alors, il est vrai que le pôle judiciaire n'est pas directement concerné puisque nous sommes sur les petits litiges et les litiges de voisinage, mais cela montre bien qu'il y a une volonté des pouvoirs publics d'aller dans ce sens. Ça montre aussi pour le pôle civil, puisque le préalable n'est pas obligatoire, qu'il y a encore une place assez importante à la médiation judiciaire. C'est-à-dire que si cela n'a pas été tenté avant, le juge, que ce soit le président lors de l'audience d'orientation ou le juge de la mise en état, a toute latitude pour entreprendre des démarches en ce sens. L'autre incitation qui va renouveler la pratique, ce sont toutes les réformes autour de la procédure participative, puisque vous le savez, la loi de programmation et son décret du 11 décembre dernier ont favorisé le recours à cette procédure, notamment à des fins de mise en état. Et puis, c'est une pratique qui va être renouvelée, sans doute, par l'effet de la crise sanitaire. Monsieur le bâtonnier l'a rappelé, cette crise, elle a eu une répercussion directe sur notre activité. Nous sommes recentrés sur les activités juridictionnelles dites essentielles et donc un certain nombre de dossiers du pôle civil sont en attente. Je pense aussi que nous allons devoir faire face à la reprise d'activité à un nombre de saisines et de nouveaux dossiers assez considérable, puisque vous avez vous-même rétracté votre activité pendant cette période et que nous allons devoir non seulement traiter les dossiers qui sont en attente, mais encore devoir faire face à de nouvelles assignations, à de nouvelles procédures qu'il faudra traiter, avec des conditions de traitement qui ne seront pas les mêmes qu'avant la crise, puisque nous devrons faire face, sans doute, à des difficultés de disponibilité des juges. Vous savez qu'il y a des problèmes de garde d'enfants. C'est très concret, mais ça a une incidence directe sur la capacité du juge à absorber des dossiers. Donc une pratique qui est renouvelée par un certain nombre de facteurs. Certains sont d'ordre législatif et réglementaire, d'autres sont le fruit d'une situation de crise, mais ce renouvellement nous conduit à devoir donner une nouvelle place, une force encore plus importante à ces modes alternatifs de règlement des différends. Alors comment allons-nous procéder? Si l'on s'intéresse à la médiation judiciaire, il est évident que la politique de juridiction que j'ai évoquée va se poursuivre avec cette volonté de favoriser autant que c'est possible. Encore une fois, ce n'est pas une panacée, ce ne sera pas dans tous les dossiers, mais nous poursuivrons ces propositions de médiation judiciaire. Et vous savez que lorsque le dossier aboutit à un accord, l'homologation est extrêmement rapide. Nous avons également mis en place le principe d'un circuit court pour le traitement des homologations des accords intervenus sur médiation conventionnelle. Je sais, pour en avoir discuté avec le bâtonnier, avec Maître Duvernois et des représentants du barreau, que beaucoup a été fait sur le terrain de l'incitation à la médiation conventionnelle. Il peut y avoir une phase judiciaire d'homologation et c'est pourquoi nous avons prévu la mise en place d'une saisine facilitée par voie électronique et un circuit qui vous permettra d'obtenir une homologation rapide. Alors, comme vous le savez, il y a un contrôle qui est opéré au moment de l'homologation. Celui-ci est en effet réel, mais il n'est pas dirimant. Je me suis amusé avant ce webinaire à reprendre l'ensemble des demandes d'homologation traitées par le pôle judiciaire au cours des dernières années. Le taux d'homologation est de 100%. Donc, on a à la fois une procédure qui est souple, rapide, efficace et qui produit des résultats sans trop de crainte.
Et puis, il y a la procédure participative, sur laquelle, pour l'instant, nous avons un regard qui manque cruellement d'expérience et de distance. J'y suis pour ma part assez favorable à cette procédure participative et vous savez que depuis le 1er janvier, le président, lors de l'audience dite d'orientation, a l'obligation d'évoquer avec les avocats présents la possibilité d'une mise en état conventionnel sous la forme d'une procédure participative. Ce que je fais de façon systématique et je dois dire que jusqu'à présent, je n'ai pas eu l'occasion, malheureusement, de mettre en œuvre cette procédure puisque je me suis heurté à beaucoup d'interrogations. C'est une procédure qui n'est pas très connue. Chez certains, à du scepticisme, voire dans un cas, à une franche hostilité. Donc c'est une procédure sur laquelle nous n'avons pas de recul pratique et qui pourtant recèle un certain nombre de facilités et de possibilités. Spécialement quand on la met en regard des dernières réformes sur la mise en état, avec la loi de programmation et son décret d'application de décembre 2019, ont étendu les pouvoirs du juge de la mise en état au traitement des fins de non-recevoir dans les procédures ouvertes à compter du 1er janvier. Et autant cette réforme peut porter ses fruits lorsque l'on est dans une situation où les délais sont extrêmement courts, autant l'on peut s'interroger sur le point de savoir si, dans un contexte où les audiences sont saturées, et notamment les audiences d'incident, il n'y a pas risque mécanique d'avoir une augmentation des délais lorsque des fins de non-recevoir seront soulevées. De ce point de vue, la procédure participative, elle permet une purge des incidents. Alors je sais que c'est un élément qui est redouté chez certains d'entre vous et qui explique peut-être la réticence qui a pu être exprimée quant à cette procédure aux fins de mise en état. Mais en définitive, on peut aussi se demander si le risque n'est pas le même en matière de médiation, parce que quand vous aboutissez à un accord, c'est exactement la même chose en ce qui regarde les fins de non-recevoir potentielles. Donc je ne crois pas que l'obstacle qui a été vu par certains sur cette procédure aux fins de mise en état soit véritablement dirimant. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'elle permet des avancées. J'ai parlé de la mise en état, mais il y a aussi la possibilité d'avoir des accords partiels. Il y a aussi la possibilité d'utiliser l'acte d'avocat pour faire un certain nombre de constats, pour faire un certain nombre de mesures d'instruction, pour s'entendre sur les faits constants, qui sont autant d'éléments favorables pour le traitement d'un dossier. Je précise, et j'en terminerai par là, que nous organisons aujourd'hui la reprise au sein du pôle judiciaire, du pôle civil du tribunal judiciaire de Nanterre, et le principe a été acté, suivant lequel les dossiers dans lesquels des accords seront intervenus, même partiels, que ce soit au titre d'une transaction, que ce soit au titre d'une médiation, ou que ce soit dans le cadre d'une procédure participative, feront l'objet d'un traitement prioritaire et donc gagneront du temps. Je veux dire que j'avais commencé à le faire pour ce qui concerne la première chambre avant la crise sanitaire. C'est-à-dire que j'avais réservé des créneaux d'audience privilégiés avec un circuit court pour le cas où des procédures participatives de mise en état, avec des accords réels, évidemment, il ne s'agit pas d'échanger 3 jeux de conclusion, mais véritablement d'avancer dans le dossier à travers la procédure participative pour le cas où ces procédures auraient été mises en œuvre. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de les mettre en pratique, puisque aucune procédure participative aux fins de mise en état n'a été conclue. Mais le principe, pour ce qui me concerne et ce qui concerne la première chambre, reste acquis d'un circuit court. Je dirais que la balle maintenant est dans le camp des avocats. Alors, circuit court, entendons-nous, il est évident que la crise va provoquer un allongement des délais. Il y aura nécessairement des réaudiencements, mais dans les réaudiencements, nous tiendrons compte, au titre du plan d'action que nous avons construit, de critères de priorisation pour toutes les affaires dans lesquelles des accords, même partiels, auront été conclus. Voilà les éléments que je peux vous donner à ce stade pour le pôle civil. Merci, Monsieur le Président. Avant de passer la parole à Madame Drévillon,
Je voulais vous partager avec vous la réaction d'un de nos confrères qui écrit « Tous les avocats tentent un accord avant d'agir et ont l'impression que les magistrats ne tiennent pas compte de cela en exigeant une médiation. » Alors, si vous voulez réagir l'un et l'autre, mais ce que je peux déjà dire en ce qui me concerne, c'est que les magistrats ne peuvent pas exiger une médiation puisque l'accord des parties est un préalable indispensable. Donc, ça, c'est la première partie de la réponse. Et la deuxième, elle est plus d'ordre pratique. C'est tout simplement qu'une négociation et une médiation, ça n'est pas du tout la même chose. Les avocats entre eux négocient. L'intervention d'un tiers, qui est le médiateur, c'est un levier bien différent et ça apporte un autre regard, une autre dynamique. Et même si des négociations ont pu échouer, la médiation, elle peut parfois encore arriver à un accord. Voilà. Est-ce que vous voulez réagir un peu plus, monsieur? Oui, si vous me permettez de réagir, en fait, vous avez fait presque la réponse que je l'ai donnée. Le juge n'exige rien, le juge propose. Je rappelle, je complète sur la procédure participative. Je rappelle que le CNB, qui a été consulté sur la réforme actée par la loi de programmation et par son décret d'application, était favorable à la mise en état conventionnelle par le jeu de la procédure participative, pour autant qu'elle ne fût pas rendue obligatoire. Et c'est précisément ce qui a été fait. Ça n'est qu'une option. Le juge propose. Si les parties n'en sont pas d'accord, le juge n'impose pas. Premier point. Deuxième point, Maître Duvernois a mieux répondu que je ne ferai sur le rôle du tiers médiateur dans le cadre de la médiation. Négocier à deux et voir des parties se rapprocher à l'aide d'un médiateur, ce n'est pas la même chose. Troisième point, si vraiment ces procédures étaient totalement inefficaces de médiation judiciaire, alors pourquoi avons-nous ce taux de réussite? Ben voilà une belle conclusion. Je passe la parole à Madame Drévillon. Bonjour à tous. Je vais tenter un partage d'écran du document que nous avons préparé pour le tribunal de commerce. Voilà, c'est très bien. Ça m'a l'air de marcher. Parfait. Alors, attendez, j'essaie. Voilà. Alors, côté tribunal de commerce, nous aussi, nous sommes tout à fait favorables au mode alternatif de règlement des différends. Nous le pratiquons depuis de nombreuses années maintenant au cours des instances qui sont engagées. Donc, nous faisons de la médiation ou conciliation. Enfin, nous invitons les parties à recourir à la médiation ou la conciliation dite judiciaire, puisque dans le cadre d'une instance. Et cela à tout moment, dès la première audience, lorsque l'affaire vient, ou tout au long de la procédure, et y compris même parfois lorsque l'affaire est devant le juge chargé d'instruire l'affaire. À l'audience de plaidoirie, il arrive encore que le juge puisse proposer aux parties de recourir à une conciliation ou médiation et qu'elles acceptent à ce moment-là. Donc concrètement, dans une telle situation, ou quel que soit le moment de la procédure, la procédure est suspendue simplement. Il y a une mission qui est confiée à un conciliateur ou médiateur d'une durée de 3 mois et l'affaire reprend en contentieux s'il n'y a pas eu d'accord ou si accord il y a, il est homologué. Donc ça ne prend pas beaucoup de temps et ça ne fait pas perdre de temps à la procédure. Indépendamment de ça, et bien sûr, nous sommes aussi très favorables à ce que des conciliations ou médiations conventionnelles soient mises en œuvre avant qu'une instance ne soit engagée. Les parties peuvent y avoir tout à fait intérêt. Tout simplement, on a moins la préoccupation, nous, de surcharge de nos audiences. On a moins de retard que peuvent l'avoir certains tribunaux judiciaires. Mais tout simplement, il est dans l'intérêt des parties de s'arranger pour préserver leurs relations futures, pour régler plus rapidement un litige entre associés et de façon tout à fait confidentielle. Par souci de rapidité, tout simplement, il peut être mieux pour les parties de s'arranger, de négocier, enfin, de trouver un accord entre elles plutôt que de demander au juge de trancher. Voilà. Et tout au long de cette procédure, nous considérons que l'avocat a un rôle très important à jouer, déjà dès le départ, pour convaincre son client d'accepter une procédure amiable. Et ensuite, pour l'accompagner dans la discussion,
dans la conciliation, participer à la rédaction du constat, le faire homologuer et le cas échéant lorsque ça aboutit. Alors, on va reparler de cette homologation un petit peu plus tard. Concernant le tribunal de commerce de Nanterre, en pratique, il existe depuis une dizaine d'années maintenant une cellule de conciliation qui est constituée de 7 personnes, tous d'anciens juges au tribunal de commerce qui ont été formés à la conciliation et qui sont nommés par la cour d'appel. Donc, de par leur passé d'anciens juges et leur fonction dans l'entreprise, ils ont une parfaite connaissance de l'entreprise et du contentieux d'entreprise, ce qui leur permet de parfaitement comprendre et accompagner, et mener leur mission de conciliation. Voilà. Le tout en toute indépendance et confidentialité. Il faut être bien clair, ils sont, on a tendance à les appeler les conciliateurs au tribunal de commerce, mais en réalité, ils ont des bureaux dans les locaux du tribunal de commerce. Mais ils mènent leur mission en toute indépendance et toute confidentialité. Si la mission n'aboutit pas à un accord, le juge n'aura jamais à savoir ce qui s'est passé pendant les discussions et ni pourquoi les discussions n'ont pas pu aboutir. En 2019, 140 affaires leur ont été confiées, donc c'était à 98 ou 99% des conciliations judiciaires qui ont abouti dans 67% des cas, donc les 2/3 des cas, à des accords avec un délai de traitement moyen inférieur à 3 mois. Donc c'est très rapide. Voilà. Également, je viens de vous parler de la conciliation puisque nous avons des conciliateurs sur place, mais lorsque les parties demandent une médiation, nous les renvoyons vers les médiateurs, 3 associations des Hauts-de-Seine, et nous rajouterons bien évidemment l'adresse mail qui a été mise en place par le barreau, urgence médiation. Voilà, concernant les conciliateurs, le moyen de les contacter, actuellement, ils n'assurent plus de permanence, évidemment, dans les locaux du tribunal, mais une adresse mail a été créée à laquelle vous pouvez envoyer un message et vous serez recontacté dans les 48 heures pour vous exposer conciliation ou médiation, vous permettre de choisir l'une ou l'autre. Et si vous optez pour la conciliation, eh bien, vous serez renvoyé vers l'un des 7 conciliateurs qui sont présents ou qui, pour le moment, tiennent des audiences par visioconférence ou par téléphone lorsque c'est nécessaire. Alors, le dernier point... Alors, attendez. Je voudrais... je n'arrive pas à passer. Voilà, page suivante. Lorsque tout s'est bien passé, les parties arrivent à un accord. Et elles peuvent demander l'homologation de cet accord pour le rendre exécutoire, c'est-à-dire que l'accord obtenu aura la même valeur, sera exécutoire comme pourrait l'être un jugement qui aurait été rendu. La demande d'homologation est présentée au juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée et en la forme des référés. Donc concrètement, lorsqu'il s'agit d'un domaine de compétence de tribunal de commerce, la requête est présentée au président du tribunal et le dossier, la requête est envoyée par mail à l'adresse qui figure là, requête@greftecnanterre.fr. Le dossier est traité, soumis au président qui rend une ordonnance sous un délai d'une semaine, même un petit peu moins le plus souvent. L'homologation est soumise au président qui prend connaissance de l'accord, ne peut le modifier. Ça, c'est très important. C'est l'accord des parties. Ce n'est pas un accord ce n'est pas soumis à l'avis du président. Il doit simplement l'homologuer et vérifier qu'il ne contrevient pas aux dispositions d'ordre public, bien entendu. Et la procédure est sans audience, sauf si l'accord ne paraît pas très clair et que le président estime nécessaire d'entendre d'entendre les parties sur l'accord. Donc, ça me permet de préciser ici que le rôle des avocats comme conseil de leur partie, de leurs clients, est très important pour que l'accord soit parfaitement rédigé, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et de nécessité d'entendre les parties pour avoir toute précision. Voilà, donc c'est également ce qu'on pourrait appeler une procédure rapide devant le tribunal de commerce pour les affaires qui sont du ressort du TC.
Voilà, je crois que j'en ai fini pour l'instant. En tout cas, je serai là pour répondre à vos questions à la fin du webinaire si vous le souhaitez. Merci. Je regardais s'il y avait des questions qui vous étaient adressées. Oui, Madame le Président, il y en a une. C'est combien d'affaires ont été renvoyées en médiation par votre juridiction? Parce que si nous avons bien compris, vous nous avez donné les chiffres des conciliations et les confrères s'interrogent sur les médiations. Je ne saurais pas vous dire de chiffres précis parce que je n'ai pas pensé à le demander au conciliateur, puisqu'en fait, lorsque nous proposons aux parties de chercher une solution amiable à leur litige, nous les renvoyons vers les conciliateurs qui leur présentent médiation et conciliation. Donc, les parties choisissent une médiation ou une conciliation. Je pense que c'est de l'ordre d'une vingtaine par an à peu près. Mais je n'oserais pas trop m'avancer sur ce chiffre-là. Je le vérifierai, je pourrais vous communiquer l'information ultérieurement. D'accord. Merci. Vous évoquez effectivement le choix offert par votre juridiction aux avocats entre médiation et conciliation. Je voulais sur ce point donc effectivement attirer leur attention sur le fait que les modes opératoires, les processus et les intervenants ne sont pas les mêmes en conciliation ou médiation. On a parfois le sentiment que conciliation, médiation et conciliation sont une seule et même chose, et ce qui avait d'ailleurs amené la professeure Guillaume Hoffnung à parler de nébuleuse médiation-conciliation dans un de ses ouvrages. En réalité, il faut que vous ayez bien en tête, chers confrères, que les choses sont différentes. La conciliation est très très ancienne, elle a été créée en 1790, alors que la médiation n'arrive dans notre code qu'en 1995. Et si on a jugé utile, si le législateur a jugé utile de faire arriver un nouveau mode amiable, c'est qu'il est différent. Sinon, ça aurait été exactement la même chose. Et la première différence, on va la retrouver dans le statut du tiers intervenant. Le conciliateur est un auxiliaire de justice. Vous verrez cette définition sur le site du ministère ou sur le site de Conciliateurs de France. Le médiateur est un intervenant ponctuel avec une mission de justice temporaire. Et du coup, sur le mode opératoire, on va retrouver aussi des différences importantes que vous devez avoir en tête et pour faire votre choix et pour exercer pleinement votre rôle de conseil et d'accompagnateur de vos clients. C'est que le conciliateur étant auxiliaire de justice tient son pouvoir du juge directement, puisque c'est une délégation du pouvoir général qu'a tout juge de concilier les parties qu'il va déléguer à ce tiers conciliateur. Et du coup, la Chambre sociale, la Cour de cassation, dans un arrêt assez ancien d'ailleurs, a indiqué que dans cette tâche de conciliation, le juge, mais donc a fortiori son délégué qu'est le conciliateur, doivent respecter les principes directeurs du procès civil et en particulier le respect du contradictoire. Et le respect du contradictoire, ça veut dire, par exemple, que devant un conciliateur, les communications de pièces doivent être faites, elles doivent être faites comme elles le seraient devant un juge, alors que vous verrez, et ceux qui ont déjà pratiqué cette fonction d'accompagnateur en médiation le savent, en médiation, les pièces sont très très rarement utilisées par le médiateur. Et puis il y a une deuxième chose qui me semble devoir être exclue en conciliation, c'est une technique que les médiateurs utilisent beaucoup, que sont les apartés. Les apartés, c'est des entretiens individuels avec tel ou tel participant, avec les avocats éventuellement, sans les autres. Dans la mesure où le conciliateur est soumis aux principes essentiels du procès et aux principes directeurs du procès, à mon sens, l'utilisation des apartés devrait être proscrite. Voilà au niveau de la pratique. Pour conclure, Madame Drévillon l'a dit à juste titre, il appartient aux avocats et à leurs clients de choisir entre ces deux processus faisant intervenir un tiers. De la même façon, en ce qui concerne la deuxième étape, c'est le choix du processus. Mais pourquoi
est-ce que les avocats s'interdisent, je le constate dans les audiences assez fréquemment, s'interdisent de venir devant un juge en lui disant non seulement nous sommes d'accord pour aller en médiation ou en conciliation, mais s'agissant de la médiation, nous nous sommes également mis d'accord sur le choix d'un centre de médiation ou sur le choix de tel ou tel médiateur. Ça m'étonne toujours parce que je trouve qu'en plus, cette réflexion conjointe des avocats et sur le mode amiable à choisir, qui peut aussi être une procédure participative, mais ensuite, si on raisonne conciliation ou médiation sur le choix du tiers intervenant, c'est une première étape dans les échanges, c'est un premier accord entre les avocats et leurs clients, et en plus, ça leur permet de démarrer ce processus dans un climat de confiance, confiance entre eux et confiance avec le tiers qu'ils auront choisi conjointement. Voilà ce que je voulais ajouter aux propos de Madame Drévillon et pour vous insister auprès de vous, encore une fois, sur le rôle très actif qu'ont les avocats dès l'origine, dès le départ. Est-ce que vous voulez réagir, Madame la Présidente ? Non, vous faites bien d'insister sur le rôle essentiel de l'avocat, ça c'est incontestable. Voilà, quant à nos conciliateurs, écoutez, bon, on ne va pas polémiquer sur leur façon de travailler, mais ils travaillent dans un but, c'est d'arriver à une solution qui emporte l'adhésion de toutes les parties présentes. Voilà. Après, théoriser sur la médiation, la conciliation, je ne rentrerai pas dans ce débat. Mais voilà, l'essentiel, c'est d'arriver à une solution en permettant à chacun de s'exprimer et d'arriver à une solution qui convienne à tout le monde, simplement. Voilà. Mon propos ne visait pas à ouvrir une polémique, d'autant qu'en matière conventionnelle, alors là, médiation et conciliation, c'est une fusion-absorption de l'un par l'autre ou de l'autre par l'un, je ne sais pas. Oui. Mais en matière judiciaire, puisque c'est ça qui nous réunit aujourd'hui, c'est un mode amiable comme un autre, au même titre que les autres, ni mieux ni moins bien. Et mon propos visait simplement à alerter les confrères pour que, justement, ils fassent leur choix en connaissance de cause et qu'ils puissent avoir un rôle actif qui est attendu aussi bien par le conciliateur que par le médiateur. Dans certaines limites, mais attendu quand même. Est-ce que, Laurence, tu souhaitais intervenir sur la médiation, est-ce que tu veux bien prendre la parole ? Oui, je te remercie, Claude. Donc, bonjour à tous mes confrères. Moi, j'avais envie d'intervenir en accord avec Claude Duvernois et Sonia Koutchouk sur le pourquoi, en tant qu'avocat, il faut encourager nos clients à aller en médiation. Pourquoi c'est satisfaisant à la fois pour notre client et pour l'avocat lui-même. Alors, d'abord, je voulais vous faire part d'une expérience personnelle. Je me suis moi-même formée à la médiation après avoir fait le constat que dans certains dossiers que je considérais avoir gagnés dans mes premières années d'exercice, certains clients pouvaient encore s'avérer insatisfaits puisque soit la décision de justice n'avait pas pu traiter l'intégralité de leurs problématiques, soit que, eh bien, malgré tout, après une bonne décision de justice, la situation conflictuelle entre les parties perdurait au-delà de la décision de justice, ce qui évidemment pouvait être préjudiciable, notamment en matière familiale, lorsqu'après un divorce, les parents doivent continuer à éduquer les enfants, en matière de voisinage, quand après une décision de justice concernant un problème de voisinage, un litige, eh bien, il faut continuer évidemment à rencontrer son voisin, ou même dans une relation contractuelle, lorsque celle-ci doit perdurer. Ça m'avait à l'époque laissé perplexe, cette impression justement d'insatisfaction apportée par la décision de justice dans un certain nombre de dossiers. Et ça avait été d'ailleurs source de grande frustration pour moi. Et c'est dans cette idée, et aussi après le constat que je pouvais faire, et je pense qu'on a un certain nombre de confrères à faire, que après un certain nombre d'années d'exercice, encore une fois, cette logique d'affrontement systématique, le manque de confraternité parfois que l'on peut rencontrer, les coups bas, et aussi ce rôle de tampon de l'avocat entre le juge et le client, deviennent finalement difficilement supportables, et j'en étais même arrivée, en ce qui me concerne, à parler de maltraitance professionnelle.
Outre le fait d'ailleurs que dans bon nombre de dossiers, l'affrontement pouvait s'avérer vain, soit que le dossier s'enlise, soit que la décision conflictuelle, encore une fois, perdure après l'obtention de la décision de justice. À l'inverse, en médiation, quand on est avocat accompagnateur, effectivement, en médiation, les relations avec le confrère adverse, tout d'abord, sont courtoises, loyales, constructives, et les clients sont satisfaits pleinement d'une solution qu'ils trouvent en médiation pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils ont le sentiment d'avoir été écoutés et compris sur le pourquoi de leur demande sans avoir à subir de jugement de valeur. Parce qu'également les parties construisent ensemble leurs propres solutions. Donc c'est par définition celle qui va leur convenir le mieux, puisqu'elle sera adaptée à leur situation particulière. Ce sera une solution sur mesure. Il n'y aura donc pas de difficulté d'exécution, car il n'y a pas de gagnant ni de perdant, et donc pas de mauvais perdant qui serait tenté de ne pas exécuter une décision de justice qui lui serait défavorable, ou de multiplier les voies de recours pour la contester. Enfin, le lien de confiance entre les parties va pouvoir être restauré, notamment, encore une fois, dans des situations où les relations doivent continuer après la solution du litige. Et enfin, parce que, comme le disait effectivement Monsieur le Président et Claude Duvernois également, on constate que lorsqu'on envoie les clients en médiation, eh bien, nous parvenons à un taux de réussite tout à fait satisfaisant de l'ordre de 80% des dossiers traités. Donc, encore une fois, c'est dans ce contexte que je me suis intéressée à la formation, dans l'idée, dans un premier temps, un peu naïvement, je dois dire, de devenir médiateur ou d'exercer en qualité d'avocat médiateur. Là, sur ce point, que les choses soient claires, un cabinet d'avocats ne peut pas survivre en ne faisant que des missions de médiateur, mais plutôt donc dans cette idée de pouvoir accompagner mes clients en médiation. Ça me semble aujourd'hui fondamental d'avoir cette expertise. Pourquoi ? Parce que nous avons tout d'abord effectivement aujourd'hui une obligation de conseil auprès de nos clients. Nous devons les informer sur les différents modes alternatifs de règlement des conflits qui existent, sur les tenants et les aboutissants de ces modes de règlement amiable. Parce que également nous constatons dans nos cabinets les exigences des justiciables ont changé, qu'ils soient des particuliers ou des entreprises. Le client exige maintenant de pouvoir maîtriser les gains et le coût d'une solution et le temps pour l'obtenir. Or, il est évident, comme le rappelait Monsieur le Président tout à l'heure, que l'institution judiciaire n'a pas su ou n'a pas pu s'adapter à cet environnement nouveau. Et évidemment, la crise sanitaire, avec les délais de procédure qui vont s'en trouver d'autant rallongés, ne va rien arranger à cette situation. Or, la médiation permet justement de répondre à ces nouvelles exigences et demandes. Comme le rappelait Claude Duvernois, c'est fondamental. Il faut vraiment comprendre ça. L'avocat en médiation reste indispensable. C'est même le succès, la garantie du succès de la médiation. La chose qui change, c'est qu'en médiation, l'avocat change de posture. Ce n'est plus l'avocat d'habitude, celui qu'on connaît bien, qui agit le plus souvent dans un esprit d'affrontement avec l'autre partie, dans le cadre de la seule argumentation juridique. En médiation, c'est d'abord et surtout le client qui parle, et l'avocat accompagnateur restera le plus souvent taisant. Mais il va aider son client à coopérer avec l'autre partie pour trouver une solution satisfaisante pour les deux, plutôt que de considérer l'autre comme un adversaire à combattre. Mais pour que le client aille en médiation, il est essentiel que son avocat soit convaincu que c'est la bonne solution. On le sait. Si l'avocat n'y croit pas, ou que moyennement, le client n'ira pas, car il pensera assez légitimement qu'il va se mettre en danger en allant en médiation, puisque son avocat ne l'y encourage pas. Or, encore une fois, pour que la médiation soit performante du point de vue juridique, l'avocat est un partenaire essentiel. Alors, pourquoi l'avocat rechigne à aller en médiation ? Qu'entend-on fréquemment dans cette histoire de médiation? On entend souvent les confrères nous dire « mais ça ne sert à rien la médiation, j'ai déjà essayé de transiger, de discuter, de négocier, ça n'a rien donné, pourquoi une médiation, pourquoi faire ?» Maître Duvernois l'a rappelé, la médiation, ce n'est ni une transaction, ni une négociation, ce n'est pas une simple discussion de chiffres dans laquelle on va chercher à faire du donnant-donnant ou à couper la poire en deux. Le médiateur, c'est un expert de la communication, celui donc devant lequel va se dérouler la médiation. Il va utiliser des techniques particulières d'écoute et de reformulation pour aller chercher derrière les demandes des parties quelles sont leurs réelles motivations et leurs besoins profonds. Bref, ce qui est vraiment important pour elles, au-delà de leur demande initiale. En réalité, grâce au médiateur, les parties vont pouvoir faire le tri
être entre ce qui est vraiment important pour elles et ce qui est secondaire et ce qui n'est pas forcément très clair dans leur esprit au moment où elles arrivent à notre cabinet. Autrement dit, l'expertise du médiateur, que nous n'avons pas par définition si nous ne sommes pas formés, c'est une véritable expertise. Et grâce à cette expertise, on va s'apercevoir que les clients évoluent dans leurs demandes au cours de la médiation et que la sincérité des échanges qu'il va réussir à mettre en place va permettre aux parties de bouger sur leur position initiale et qu'elles vont même devenir force de proposition créative. Donc, en bref, il ne faut surtout pas rester sur un échec de la discussion ou d'une tentative de négociation pour en conclure que la médiation ne serait pas adaptée. Ce qu'on entend aussi, ou ce qu'on comprend à demi-mot, c'est que l'avocat craint parfois, en proposant la médiation à son client, il craint que son client pense qu'en réalité, il va déposer les armes, alors que précisément le client a choisi de faire appel à un avocat pour engager une procédure contentieuse. Encore une fois, dans le processus de médiation, l'avocat n'est pas déserteur, il reste très actif, il change juste de posture et il intervient à tous les stades de la médiation. Avant la médiation, comme le rappelait Monsieur le Président, tous les dossiers ne sont pas éligibles à la médiation, notamment quand un rapport de force physique ou psychologique existe entre les parties, on pense notamment aux violences conjugales. Il va, si le dossier s'y prête, expliquer au client les tenants et les aboutissants du processus de médiation, l'informer sur les règles et le rôle du médiateur et sur la posture qu'il doit adopter en médiation, et lui expliquer également l'attitude que sera celle de son avocat en médiation pour qu'il ne soit pas effrayé du fait que son avocat n'intervient pas systématiquement en médiation, puisqu'encore une fois, en médiation, la partie est mise au centre de la discussion. Et il va également questionner et aider son client pour qu'il puisse expliquer ce qui est essentiel pour lui au-delà de sa position initiale. Le confrère a ensuite un rôle à l'égard de son adversaire, si je puis dire, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a convaincu son client d'aller en médiation, il faut convaincre son confrère d'y recourir pour que celui-ci, à son tour, invite son client à la médiation. Évidemment, si le confrère est lui-même formé au processus, cela ne pose en général aucune difficulté. En revanche, lorsqu'il n'est pas formé au processus, on aura tendance à avoir un confrère qui refuse de recourir à la médiation sans pour autant en connaître les véritables raisons, puisqu'il ne connaît pas encore, une fois, vraiment les tenants, les aboutissants du processus. Au cours du processus, la présence de l'avocat est déterminante, même s'il a cette posture différente, puisqu'il va continuer à avoir ce rôle de conseil, il va sécuriser son client, il va être garant du respect du droit, il va préserver les intérêts de son client. On sait qu'en médiation, il est fréquent que l'avocat demande à faire des apartés avec son client pour valider avec lui si les propositions qui sont faites par l'autre partie sont conformes à ses intérêts et en l'informant des conséquences juridiques des propositions qui lui seront faites. Donc, il ne faut pas oublier que le médiateur est juste un facilitateur, un expert de la communication, mais à aucun moment il n'est un expert en droit. Il n'est pas là pour dire qui a raison ou qui a tort, mais pour créer un espace d'écoute et de compréhension mutuelle qui permettra aux parties de trouver la solution à leur conflit. L'expertise de l'avocat est donc essentielle pour compléter celle du médiateur. Présence enfin de l'avocat après la médiation, car après la médiation, deux issues sont possibles. Soit les parties sont parvenues à un accord et c'est l'avocat qui, après avoir vérifié la viabilité des accords, va les rédiger. C'est encore l'avocat qui va conseiller le client sur l'opportunité de leur homologation. C'est donc encore l'avocat qui va représenter le client dans la procédure aux fins d'homologation ou dans le cadre de conclusion aux fins de régularisation de la procédure. Et si la médiation n'a pas permis de parvenir à un accord, c'est l'avocat qui va conseiller son client sur l'opportunité d'engager ou de poursuivre un procès, tout en sachant quand même qu'après une médiation, comme le rappelait effectivement également Monsieur le Président, la poursuite d'un procès repart bien souvent sur des bases totalement nouvelles. Enfin, la médiation constitue pour l'avocat un levier de rentabilité pour son cabinet. Pourquoi ? Parce que le ratio temps travaillé, temps facturé est de 100%, puisqu'effectivement, en médiation, on facture, on se met d'accord d'abord en amont du processus sur la façon dont les honoraires vont être calculés, et on facture ces diligences au temps passé. Temps passé qui ne sera pas contesté par le client, puisqu'il a pu vérifier par lui-même le temps passé par l'avocat, qui, encore une fois, est à ses côtés, toujours. Ce, à l'inverse du temps passé en audience,
ou du temps passé à la rédaction de conclusions fastidieuses et dans lesquelles on sait pertinemment que rarement nous pouvons facturer le temps réellement passé. Pour les mêmes raisons, il y aura un ratio temps facturé honoraire recouvré de 100%, puisque, encore une fois, le client qui pourra constater le travail qui a été fait par l'avocat sera en général, en plus de cela, satisfait de la solution trouvée, ne contestera pas les honoraires qui seront de ce fait réglés plus rapidement. Et puis, il y a aussi une véritable fidélisation du client, en général, suite à une médiation, au cours de laquelle il a eu le sentiment d'avoir été pleinement compris et entendu et qu'il a pu obtenir une solution satisfaisante pour son litige et pour les relations futures. Voilà quelles étaient mes observations pour encourager les confrères à aller en médiation ou accompagner leurs clients en médiation. Merci. Merci Laurence pour poursuivre sur un de tes derniers propos sur l'accord. Il nous est posé une question sur la formalisation de l'accord à laquelle je peux répondre avec vos observations complémentaires bien sûr. L'accord issu d'une médiation, il prendra la forme que les avocats décideront. Ça fait aussi partie de leur devoir de conseil. Est-ce que c'est un simple accord? Est-ce que c'est un protocole transactionnel? Est-ce que c'est un accord de médiation? Cette qualification et les conséquences juridiques qui vont en découler, c'est au choix des avocats. Et ça participe encore une fois, à leur rôle important dans ces démarches amiables. Je me permets quand même par contre de vous suggérer, chers confrères, de faire systématiquement des actes d'avocat. Et puis un dernier point également pour prolonger ton propos sur l'ouverture du champ du litige. Lorsque nous rédigeons un acte introductif d'instance, notre mission c'est de faire rentrer des faits dans des cases du code civil, du code de commerce ou de tel code. Lorsque l'on part dans un mode amiable et spécifiquement en médiation, comme l'a dit très bien Laurence, on ouvre le champ du litige pour parler éventuellement des différends et des conflits qui sont sous-jacents et qui vont parfois bien au-delà des strictes limites du débat judiciaire. Et cette ouverture du champ des litiges, je pense en particulier en matière commerciale, c'est l'occasion pour l'avocat qui va préparer ces réunions de travailler en équipe avec son client entreprise. Lorsque vous engagez une procédure au nom d'une société, la plupart du temps, votre interlocuteur unique, alors c'est parfois au départ le service achat, mais c'est ensuite le service juridique. Lorsque vous intervenez en médiation et que vous ouvrez le champ des discussions, quels sont nos besoins, jusqu'où on peut aller dans les propositions, qu'est-ce qu'on peut faire exactement, quels sont les différents enjeux derrière telle et telle solution, vos interlocuteurs, ce n'est plus uniquement le service juridique, c'est le service commercial, c'est la direction générale, c'est le secrétariat général. Et c'est donc l'occasion de rencontrer dans vos clients sociétés beaucoup plus d'intervenants majeurs, voire de prescripteurs, que le simple service juridique. Voilà ce que je pouvais rajouter pour répondre à quelques questions. Il en reste une qui vous est posée, Madame, Monsieur le Président. Alors, en matière conventionnelle, je peux y répondre, c'est la question du coût. En matière conventionnelle, le coût de la médiation, vous allez sur le site de tel ou tel centre et vous saurez quel est son, ouvrez les guillemets, tarif, fermez les guillemets. Mais qu'en est-il, Madame, Monsieur le Président, en matière judiciaire? Médiation ordonnée par un juge. Leur conciliation, la réponse est simple, nous savons que ce sont tous des bénévoles. Mais en matière de médiation, quelles sont vos pratiques à l'un et à l'autre? Monsieur Barlot, si vous voulez. Oui, si vous le souhaitez. Le principe, c'est de fixer une consignation au moment où l'on ordonne la médiation judiciaire, dont le montant forfaitaire est de 1 500 €. Il est évident que selon la nature du dossier, selon le temps passé par le médiateur, selon la complexité de l'affaire, ce montant peut évoluer à la hausse et cela dépend un peu des matières en définitive. Il y a des litiges
extrêmement complexe, extrêmement touffu. Et je rejoins Maître Duvernois sur le fait que lorsque l'on part en médiation, on ne se limite pas nécessairement à l'objet du litige, mais on déborde parfois. Et donc, on peut avoir des coûts plus élevés. Et je ne peux pas vous donner de moyenne parce que cela dépend un peu des affaires. En tout cas, le coût de la consignation est de 1 500 €. Alors, Claude? Oui. Je rajouterais quelque chose sur le coût de la médiation qui me semble important. C'est qu'effectivement, en médiation conventionnelle, le coût de la médiation peut aller de 60 € horaire à 350 € horaire. Hein. On a tous les tarifs, j'allais dire, comme chez les avocats aussi. Mais vraiment, on a une offre de médiateurs importante et on a vraiment la possibilité d'adapter le choix du médiateur aussi à l'enjeu du litige. Moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai envoyé une cliente en médiation qui était sans moyens et ça lui a coûté 7 € de l'heure, puisque vous avez beaucoup d'organismes de médiation qui appliquent un tarif dégressif en fonction des revenus. Donc, c'est vraiment pas un obstacle finalement, le coût de la médiation. Alors, en médiation familiale, c'est même la règle dans les centres conventionnés, dont le tarif démarre à 5 € de l'heure. Oui. Et pour la durée de la médiation, je ne sais pas, Claude, je parle sous ton contrôle, mais on peut parler d'une durée moyenne de 10 heures avec 2 entretiens individuels et 2 réunions plénières. Je serai assez d'accord. Madame Drevillon, vous oui. avez la parole donc pour la question financière. Oui, alors effectivement, en médiation judiciaire, je crois que les consignations doivent varier entre 1 500 et 3 000 € environ, sachant que le conciliateur ensuite s'accorde avec les parties pour les tarifs et la façon de facturer. La conciliation, en effet, c'est gratuit, les conciliateurs sont des bénévoles, mais il ne faut pas que ce soit un argument pour différencier l'une et l'autre. Parce que, comme vous l'avez bien dit, en médiation, dans une situation particulière, on peut toujours trouver un médiateur qui acceptera de faire un tarif tout à fait abordable et acceptable par les parties si elles ont des petits moyens. Voilà. Ceci dit, il faut quand même garder à l'esprit, dans des affaires qui ont un tout petit enjeu financier, pour vos clients, vous pouvez les inciter peut-être plutôt à une conciliation si vous pensez que ça peut les satisfaire dans la mesure où ce n'est pas payant. En tout cas, le conciliateur n'est pas rémunéré. Voilà. Ça vous laisse aussi plus de marge peut-être pour vos honoraires le moment venu vis-à-vis de votre client. Merci. Voilà. C'est tout, Maître Duvernois, je vous laisse la parole. Je n'ai pas d'autres questions dans l'immédiat. Donc, est-ce que vous seriez d'accord pour que nous attaquions la procédure participative avec donc une présentation par Sonia Koutchouk, qui nous a préparé de magnifiques slides. Sonia, je te donne la parole. Bonjour à tous, merci Claude. Alors, des magnifiques slides, oui, parce que la procédure participative, je vais d'ailleurs essayer de partager tout de suite, est quelque chose d'un peu rébarbatif pour tous nos confrères, alors pourtant qu'effectivement, on a eu l'intervention de nos magistrats. Alors, je vais essayer de faire le partage directement sur... Hop, voilà. Si j'y arrive, je ne vais peut-être pas y arriver tout de suite facilement. Alors, je voulais vous dire qu'effectivement, M. Barlot l'a rappelé tout à l'heure, nous avons des textes qui sont évidemment ceux du... Oh, ben, je vais avoir du mal à partager. Bon, voilà. Je partage comme ça mon écran. Effectivement, des choses très intéressantes qui sont que les textes en vigueur que vous connaissez nous permettent aujourd'hui d'utiliser cette procédure participative à la fois en mise en état et effectivement celle du litige proprement dit. La généralisation de cette procédure a été rappelée par M. Barlot au titre effectivement du tribunal judiciaire. Madame Drevillon nous disait que pour l'instant dans le cadre du tribunal de commerce, ce n'est pas encore une pratique qui est usitée, mais pour autant, je vais rappeler que
cette procédure est valable devant toutes les juridictions, donc elle a aussi vocation à s'appliquer devant le tribunal de commerce, et donc effectivement à l'avenir peut-être que lorsque les confrères la solliciteront, y compris dans cette juridiction, cela pourra être mis en œuvre. Ce qui est important aujourd'hui, chers confrères, de comprendre, c'est que nous avons cette opportunité, puisque nous avons ce monopole qui nous est dédié, de cette procédure qui finalement a beaucoup d'intérêt, contrairement à ce que beaucoup peut-être d'entre vous ont l'impression. Il y a quand même une réappropriation du litige par les clients, par les avocats bien évidemment, puisque on est là pour conseiller nos clients dans ce cadre-là, mais également effectivement un confort de travail pour nous, puisque nous allons maîtriser à la fois les délais, nous allons maîtriser le contenu des accords, nous allons maîtriser ce que nous soumettrons possiblement au juge, donc avec une sorte de recentrage de l'office du juge sur peut-être un seul des points qui n'aurait pas été mis en œuvre dans nos accords. Donc on a vraiment des avantages très intéressants à la fois pour nos clients et pour nous-mêmes. Un roulement effectivement plus intéressant de nos dossiers. On a une prévisibilité des coûts puisque justement on sera amené à réfléchir ensemble et dès avant la mise en œuvre de cette procédure participative à toutes les implications que ça peut avoir pour nos clients. Donc je crois vraiment qu'il faut que nous nous emparions de cette possibilité qui va nous être offerte. Alors, elle nous est offerte comment cette possibilité ? Monsieur Barlot l'a rappelé, le président de la juridiction, lors de la première audience d'orientation, va nous poser cette question. Voulez-vous ou pas faire appel à vous engager dans un processus de procédure participative ? Ce processus, évidemment, on peut en amont y avoir réfléchi avec le confrère. C'est d'ailleurs ce que je vous proposerai de faire dans les petites étapes ou les petits moments clés que je vous ai mis en slide après. Ce qui est important, c'est de réfléchir. On aura le droit d'avoir un délai supplémentaire. Nous le solliciterons de la part de nos magistrats, d'avoir ce délai supplémentaire pour réfléchir à la mise en œuvre parce que, évidemment, pour beaucoup d'entre vous, vous l'avez compris, il y a une complexité à l'initier sur notamment tout ce qui est fin de non-recevoir. Donc, évidemment qu'il faut qu'on ait le temps de réfléchir, mais c'est ce moment de l'audience d'orientation qui va être pour nous maintenant le moment principal pour engager cette procédure participative. Ce que je vais vous dire particulièrement en ce moment, c'est que nous avons tous à l'esprit que le retour à la normale du processus judiciaire n'est pas pour demain. Ce que nous avons connu n'est pas ce qui sera. Donc, nous savons que nous aurons des délais probablement longs, voire très longs, pour certaines de nos chambres à Nanterre. Donc, proposons effectivement à nos confrères cette mise en œuvre de la convention de procédure participative de mise en état. On peut le faire dès maintenant, on peut le proposer dès maintenant et on pourra effectivement informer nos greffes par le RPVA que nous aurons souhaité mettre en œuvre cette convention de procédure participative de mise en état. La conséquence, vous le savez, elle est effectivement importante. Pourquoi ? Parce que nous avons, avec la signature de cette convention, évidemment une renonciation à une fin de non-recevoir, à toute exception de procédure. Alors, évidemment, M. Barlot l'a rappelé également tout à l'heure, c'est une angoisse de notre part à tous, que pour ma part, je ne trouve pas forcément justifiée. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'est ce que nous faisons déjà avec nos dossiers. Lorsque nous travaillons effectivement à la réception d'une assignation, nous nous posons déjà toutes ces questions. Donc, je ne vois pas en quoi la signature d'une convention de procédure participative va modifier la donne aujourd'hui, puisque nous aurons de toute manière fait cette analyse d'une fin de non-recevoir éventuelle, d'exception de procédure en tout genre. Donc, c'est intéressant de se poser la question, évidemment. C'est intéressant parce que, vous le verrez tout à l'heure, les points essentiels de cette convention de procédure participative sont négociés. L'objet de la convention est négocié. Donc, ces éléments liés effectivement à ces fins de non-recevoir sont aussi des conséquences tout à fait à envisager en amont et ça fait partie du rôle de conseil de l'avocat.
La conséquence numéro 2, qui est également intéressante, c'est qu'elle interrompt l'instance. Cette interruption emporte aussi celle du délai de péremption avec l'ouverture d'un nouveau délai qui court. Et là encore, ça préserve l'intérêt de nos clients. Et là encore, c'est un mode amiable qui permet effectivement une protection des intérêts de nos clients et pas une perte de temps. Alors, hop, j'ai un petit souci, je n'arrive plus à passer mon slide suivant, c'est pas grave. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est effectivement de se dire que nous avons différents moyens pour avancer dans cette procédure et qu'il faut que nous ayons les clés. Que nous ayons les clés, pourquoi? Parce que ces procédures sont effectivement intéressantes pour nous. Et elle nécessite néanmoins des éléments intéressants à se questionner. Se questionner, c'est quoi? C'est la bonne foi. La bonne foi, c'est effectivement l'essence même de cette convention procédure participative. C'est les parties indifférentes qui s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi. Donc là encore, comme d'habitude dans notre devoir de conseil, nous aurons à nous poser la question de cette bonne foi, de savoir si le confrère, l'adversaire, notre client est de bonne foi pour entrer dans le cadre de cette procédure. Je ne vous fais pas, vous aurez effectivement les slides, tout l'historique des conditions pour mettre en œuvre cette convention de procédure participative, mais elle est assez identique effectivement à celle qui existe d'habitude dans le cadre de on va dire, de notre obligation de conseil. Ce qui est important aussi, c'est la formalisation. Pourquoi? La formalisation, c'est une convention. Évidemment, en tant qu'avocat, nous maîtrisons parfaitement les actes d'avocat. Donc, le conseil, c'est de faire la convention, évidemment, par l'acte fondateur qu'est la convention par acte d'avocat, contresigné évidemment, qui a une valeur probante, qui a aussi une valeur importante parce que ce sera l'information de notre client sur la portée juridique de son acte. Vous verrez que nous avons tout un tas d'éléments très intéressants fournis par le Conseil national des barreaux sur une plateforme, la plateforme qui nous permet de régulariser, y compris de façon dématérialisée, ces conventions. Donc là encore, on nous a facilité les choses pour qu'on puisse utiliser de façon assez simple cette convention. Cette convention devra faire l'objet d'un écrit, je viens de le dire, pardon. Elle a aussi à peine de nullité, je vous laisse revenir à l'article 2063, parce qu'elle a effectivement, et nous vous avons mis à disposition un certain nombre de modèles auxquels vous pourrez vous référer, mais des points importants tels que le terme, c'est-à-dire la prolongation avec l'accord des parties évidemment, mais le terme de cette convention est à durée déterminée pour notamment la mise en état de notre dossier. Évidemment, l'objet du différend qu'il faudra déterminer de façon précise. Évidemment, également, les pièces et informations que nous viserons et notamment nous y reviendrons dans le cadre de nos fameux actes d'avocat. Donc, il y a un formalisme quand même très important à définir et notamment, dans les points de vigilance que je veux partager, c'est l'objet du différend. La méthodologie, effectivement, c'est de faire une réunion préparatoire avec le confrère pour se mettre d'accord sur le périmètre d'intervention de cette convention de procédure participative de mise en état, parce que nous allons devoir prévoir un calendrier, nous allons devoir prévoir la communication de non-pièces, la possibilité d'intervention de tiers, tels qu'un expert, un médiateur, un notaire, bref, un certain nombre de critères qui sont importants. Donc, c'est vrai que c'est pour nous essentiel de savoir dans l'objet de ce litige, de ce différend, ce que nous y mettrons. À l'issue, effectivement, de ce processus, nous aurons différentes possibilités, soit effectivement la convention de procédure participative est arrivée à son terme, le terme que nous avons choisi ensemble dans le cadre de cette convention, et il y a un rétablissement de l'affaire et une saisine de la juridiction. Il peut y avoir une résiliation évidemment anticipée par écrit parce que les avocats, notamment les parties, estiment que finalement l'aboutissement de cette convention n'est pas celle espérée et donc on repart dans une mise en état judiciaire avec par contre l'obligation de communiquer cette convention et éventuellement les pièces qui auraient été
versée au débat, ou bien la conclusion d'un accord. Et là, évidemment que c'est intéressant pour nous de rédiger l'accord en tant qu'avocat, évidemment par le biais d'un acte d'avocat. La conclusion d'un accord, et M. Barlot l'a dit, n'est pas forcément d'un accord total. On peut effectivement avoir un accord partiel. Et là encore, l'intérêt de l'avocat, c'est de pouvoir rédiger un acte d'avocat dans lequel on aura mentionné les points d'accord et éventuellement le point restant à soumettre au magistrat. Et là, le circuit court pourra être tout à fait avantageux puisque vous aurez pu mettre en état tout votre dossier, les différentes pièces auront été communiquées, ce qui sera soumis au magistrat sera finalement tout à fait résiduel. Donc là, je passe effectivement sur les différentes hypothèses dont je vous parlais à l'instant. Soit vous avez un accord sur le tout et à la fois Madame le Président du tribunal de commerce et Monsieur le Président du tribunal judiciaire vous l'ont dit, c'est une homologation avec un circuit court. Donc c'est intéressant pour nous de se dire un accord total, nous avons gagné le temps de s'être mis en état et nous avons effectivement ce choix de faire homologuer notre accord. L'hypothèse numéro 2, c'est un accord total sur la mise en état mais partiel sur le fond, parce que l'occasion de cette mise en état, c'est également de s'interroger sur le fond même du dossier. Évidemment, nous allons profiter de ces dialogues entre confrères par étapes, puisque vous allez fixer un calendrier de ces accords entre confrères pour discuter également sur le fond. Donc, on peut avoir un accord aussi partiel sur le fond et avoir une audience également à bref délai sur ce qui reste à trancher. Vous avez un accord total sur la mise en état, mais une absence totale d'accord. Là encore, on a une audience sur le fond à bref délai. Ça veut dire que le dossier sera transféré effectivement auprès du tribunal avec la convention de procédure participative de mise en état, les différentes pièces et effectivement les points qui restent en suspens. Ou alors, nous avons un accord partiel et une absence d'accord sur la mise en état et on repart effectivement à la mise en état classique. Je vais maintenant passer aux quelques points peut-être qui seront pour vous plus simples parce que je les ai formalisés en sorte d'étapes. Les étapes, une sorte de checklist des avocats pour cette utilisation, on va dire, qui va devenir en tout cas très incitée par les magistrats et qui va être pour nous très intéressante, c'est les différents points de vérification. Avant, effectivement, toute signature de cette convention, je vous l'ai dit, il y a cette question effectivement de vérification des différentes exceptions de procédure à soulever. Évidemment, nous allons recueillir les accords de nos clients. Bon, je vous dirais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie de nos points habituels d'information auprès de nos clients. C'est notre devoir de conseil habituel, donc ça ne pose pas de difficultés particulières. La phase numéro 1, et je pense que c'est celle qui va être peut-être la plus intéressante, c'est la communication de nos premières pièces par voie de bordereau. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, nous allons nous poser la question de savoir, dans le cadre de cette mise en état, les pièces qui vont être essentielles pour pouvoir mettre en état notre dossier et effectivement savoir celles qui seront communiquées et celles qui ne le seront pas. Les exemples classiques que l'on peut donner, c'est que vous pouvez avoir 15, 80, 100 pièces à communiquer. Pour autant, dès lors qu'elles auront été communiquées dans le cadre de cette mise en état, elles ne le seront pas forcément nécessairement dans le cadre effectivement du contentieux en tant que tel résiduel. Pourquoi ? Parce que quand les confrères, les parties auront décidé que telle et telle pièce fait office de justificatif, vous n'êtes pas obligé de communiquer les 100 pièces, par exemple, qui représentent, je ne sais pas, toutes les factures qui sont dues, les factures d'électricité ou les factures de charges de copropriété si vous avez des problèmes de copropriété. Donc, on peut aussi déterminer entre confrères, on fait y compris œuvre de clarification pour nos magistrats et les dossiers dont on sait que parfois ils sont volumineux, donc d'essayer de synthétiser les pièces de ce bordereau pour que ce soit les pièces utiles à la compréhension du litige qui soient les seules qui soient communiquées. Nous avons donc cette phase
qui est potentiellement faite en amont du litige, cet échange entre avocats qui est de deux sortes. Avant l'audience d'orientation ou à l'audience d'orientation, évidemment, idéalement, c'est mieux avant si on peut se parler une fois qu'on a l'assignation entre les mains, c'est à la fois de se parler du fond du dossier, pour s'interroger sur le principe même de la procédure participative de mise en état et sur les modalités d'instruction relatives à la preuve de chaque prétention, puisque, comme vous le savez, le formalisme de notre convention de procédure participative, c'est que chaque prétention devra être mentionnée et expliquée. Donc, c'est important dans le cadre du travail préparatoire de l'avocat de se poser cette question de quelles sont les prétentions de nos clients, à quelles prétentions nous allons répondre, est-ce qu'elles nécessitent effectivement de nommer un technicien, est-ce qu'elles nécessitent des pièces particulières. Bref, nous avons un rôle qui est à la fois de traiter le fond du dossier, mais également de traiter le sort de la procédure. Donc, c'est important pour vous, en amont, de se poser des questions. Avant l'audience d'orientation, nous l'avons dit, la rédaction de ce projet et la validation nécessitent nécessairement cette fixation d'un rendez-vous de signature. Moi, je dis en général que c'est un rendez-vous préparatoire pour savoir si tout le monde est bien prêt, si effectivement ce que nous disions tout à l'heure sur la bonne foi des parties est rempli, si effectivement il y a disponibilité des droits, si effectivement ce n'est pas contraire à l'ordre public, de vérifier tous les points avant de s'engager dans cette audience d'orientation. C'est important effectivement. Pourquoi? Parce qu'une fois que nous sommes engagés, nous communiquons les pièces, on les détermine dans la convention de procédure participative et quand elles sont déterminées, comme vous l'avez compris tout à l'heure, c'est cette convention et les pièces qui seront communiquées éventuellement dans le cadre de l'accord et ou dans le cadre de l'accord partiel et donc du point de droit résiduel. Donc, il faut qu'on ait quand même un dossier qui soit bien constitué, qu'on ait bien déterminé toutes les pièces dont on a besoin pour la validité, on va dire, de notre convention et surtout du point de droit qui resterait éventuellement à trancher. L'échange entre nos clients, évidemment, est important aussi sur les différentes pièces communiquées. On est dans un cadre qui ne sera pas la confidentialité totale puisque nous serons dans une problématique spécifique d'une procédure écrite avec communication des pièces. Donc, il est bien évident là encore que nous sommes dans le classique code de procédure civile avec effectivement cette communication des pièces. On n'est pas du tout dans un cadre, pour ceux qui connaissent, de processus collaboratif où on peut ensemble discuter de l'opportunité de communiquer telle ou telle pièce parce que nous avons une confidentialité renforcée. Là, les pièces font partie du débat et sont communiquées. Donc, c'est effectivement important de se poser la question bien en amont de ce qui sera communiqué. On en arrive alors à cette première réunion de mise en état où chacun échange effectivement sur l'ordre du jour. Plusieurs options sont possibles. On a un accord sur cette mise en état. Je vous ai donné un exemple. On a effectivement une évaluation d'un bien immobilier. Nous sommes d'accord sur la valeur vénale à hauteur de X euros et sur la valeur locative. On peut faire un compte-rendu pour acter de cet accord dans le cadre effectivement, par exemple, d'un acte d'avocat, ce qui est évidemment pratique puisque les avocats savent parfaitement générer ce type d'acte. Donc, je pense qu'effectivement, c'est intéressant d'avoir ce compte-rendu officiel pour acter de cet accord qui fait l'objet effectivement d'un acte d'avocat. Nous déterminons ensuite les pièces à communiquer, la formalisation des accords et leur valeur. Donc, vous voyez que là encore, on est sur une plus-value de la part de l'avocat puisqu'il va également, en accord avec son client, déterminer le mode de fonctionnement. Nous pouvons également avoir un désaccord, c'est-à-dire que, par exemple, on estime que les différentes données qui ont été transmises ne sont pas suffisantes, mais par contre, on voudrait désigner un technicien. Là encore, on a tout à fait la possibilité, avec évidemment l'accord de notre confrère, de notre client et de la partie adverse, de faire désigner Monsieur X ou Madame Y en tant que technicien. Et là encore, nous déterminons par ce biais, par le biais éventuellement d'un acte d'avocat, la mise en état de notre dossier. Les accords peuvent être aussi sur le rapport de ce fameux expert que nous avons
le technicien que nous avons désigné, accord sur ses conclusions, nous faisons un acte d'avocat dans lequel nous ne sommes pas obligés de reprendre l'intégralité de ce rapport, mais par exemple uniquement la conclusion. Et là encore, c'est utile pour nous, notamment quand on a des rapports très longs, de peut-être se formaliser simplement par cet acte d'avocat sur les conclusions et les conclusions sur lesquelles nous nous sommes d'accord. De la même manière, s'il y a un désaccord sur les conclusions du rapport, on peut faire un compte-rendu et déterminer la position de chacun, les prétentions, éventuellement les points de désaccord qui seront à trancher par le magistrat, déterminer une prochaine date de réunion de mise en état avec l'objet, les pièces à communiquer. Donc vous voyez vraiment qu'on a la main sur toutes ces réunions de mise en état, d'échanger pour faire avancer cette mise en état de notre dossier. J'en arrive au quasi-dernier point, c'est la finalisation de notre dossier à adresser effectivement au magistrat. Vous l'avez compris, soit nous avons des accords, soit nous avons des désaccords, mais quoi qu'il en soit, nous mettons toujours noir sur blanc les prétentions respectives des parties, relativement donc aux points qui sont restés en litige. Ils sont toujours accompagnés de nos moyens de fait et de nos moyens de droit, l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Comme je vous l'ai dit, nous vous avons mis, et nous vous remettrons en annexe, les modèles de convention qui vous permettent effectivement de mieux comprendre comment vont s'articuler la convention et les différents points. Mais je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que la mise en état qui est faite par nous permet une très grande liberté d'action. Pour conclure, les avantages de la procédure participative, c'est évidemment sa prévisibilité pour nos clients, c'est-à-dire que nous maîtrisons effectivement les décisions à prendre, l'aléa. Nous les maîtrisons parce que nous avons effectivement la possibilité de déterminer ensemble l'objet de ce que nous soumettons à la discussion commune entre confrères. Donc, ce qui veut dire que nous pouvons utiliser nos méthodes habituelles ou nos méthodes de négociation raisonnée. Donc, c'est vrai que c'est important d'avoir tous ces éléments et tous ces outils habituels de la communication à avoir à l'esprit et à utiliser dans ces différentes réunions avec nos confrères. C'est une sécurité juridique puisque évidemment que le processus est sécurisé par la présence obligatoire de l'avocat tout au long du processus, donc ça c'est important. C'est un gain de temps et de moyens, vous l'avez vu, parce que nous négocions, mais nous fixons le calendrier de la négociation, donc ce qui veut dire qu'effectivement, je n'ai peut-être pas insisté assez sur ce point, mais que si les délais ne sont pas respectés, il est possible de mettre fin à cette convention de procédure participative de mise en état, en disant qu'effectivement les délais tels qu'ils sont imposés par la convention elle-même ne sont pas respectés, donc c'est important de le savoir. Évidemment, c'est la confidentialité puisque dans le cadre de ce processus et avant qu'on arrive à l'objet final, c'est-à-dire la remise au magistrat de ce dossier, nous pouvons négocier en toute confidentialité. Il y a évidemment une mutualisation des coûts pour l'intervention des tiers que seraient le notaire, l'expert, le technicien ou encore le médiateur. Donc ça, c'est important pour la prévisibilité des coûts et de l'honoraire. Donc je pense que nous avons tout à gagner à nous saisir de cette procédure participative. Voilà pour mon intervention. Merci beaucoup, Sonia. Alors, tu nous passes encore un slide. Il y a quelque chose à rajouter? Non, c'est l'annonce de ce qu'il y a effectivement tous les formulaires possibles sur le site du Conseil national des barreaux, ce qui répond à une des questions qui était posée par un de nos confrères. Manifestement, la procédure participative, les confrères restent un peu perplexes parce que j'ai pas beaucoup de questions à vous répercuter, mais j'en ai une très, très pertinente d'une certaine Véronique Julien. Alors, la question est la suivante. Est-on contraint de s'en tenir dans l'objet de la convention à l'assignation ou peut-on élargir le périmètre à d'autres sujets? Alors, pour y répondre, en fait, les choses ne sont pas évidentes parce qu'on a eu un empilement de réformes, non seulement législatives, mais réglementaires, et qu'on se retrouve quand même avec un joli fouillis. Et l'objectif de Sonia, c'était de simplifier les choses, et nous étions convenus de vous présenter, de vous parler
d'abord et surtout de la procédure participative de mise en état. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que lorsqu'elle a été créée en 2015, la procédure participative, elle était uniquement de règlement conventionnel. C'était un mode amiable, et seulement un mode amiable, puisqu'il était à cette époque interdit de rentrer dans une procédure participative si le juge était déjà saisi. Donc c'était purement et simplement un mode amiable. Puis dans un deuxième temps, le législateur a autorisé de passer une convention de procédure participative toujours de règlement amiable après saisine du juge. Et dans un troisième temps, le législateur a inventé, avec l'acte de procédure d'avocat d'ailleurs, la procédure participative de mise en état. Et donc cet empilement de réformes successives, ne parlons pas derrière d'autres décrets ou circulaires, pour faire vite, fait que les choses ne sont pas toujours simples. Alors, moi, à la question qui est posée, peut-on élargir le sujet? Monsieur Barlot, vous pourrez peut-être réagir, et puis Sonia aussi. Si on est en stricte procédure participative de mise en état, je pense que non. Parce qu'on est bel et bien dans une procédure post-saisine du juge avec un débat qui est circonscrit au terme de l'assignation et éventuellement des conclusions s'il y a déjà eu des conclusions. Maintenant, rappelons-nous que nous sommes dans un cadre conventionnel et rien n'interdit d'élargir le champ d'une procédure participative de mise en état à une procédure participative mixte qui deviendrait une procédure participative de mise en état sur les termes de la saisine du juge, mais qui, dans un deuxième chapitre, si je puis dire, rechercherait un règlement conventionnel. Mais si on s'en tient à une procédure participative de mise en état, j'aurais tendance à répondre par la négative à la question qui nous est posée. Qu'en pensez-vous, Monsieur Barlot? Je serai sur votre position. On n'a pas de jurisprudence là-dessus, évidemment. À partir du moment où on est dans une procédure aux fins de mise en état, je crois qu'on est tenu par les termes du litige. Et donc, en ce qui concerne la mise en état proprement dite, il faut se limiter à ce qui est circonscrit par le litige porté devant le juge. Cela posé, rien n'interdit dans la procédure aux fins de mise en état de recourir à la médiation. Et donc, vous pouvez combiner le tout, et rien n'interdit en cas de recours à la médiation, à la conciliation ou à toute forme de transaction, d'étendre l'accord sur des choses qui ne sont pas soumises au juge, quitte à avoir un accord partiel et à revenir devant le juge pour ce qui est le cœur du litige. Mais en ce qui concerne ce retour devant le juge, même si on n'a pas de jurisprudence, je crois pouvoir dire qu'on est quand même tenu par l'objet du litige. Sur le petit truc que vous venez d'évoquer, c'est un truc également à utiliser devant la cour d'appel, puisque le texte dit qu'en cas de médiation ordonnée par la cour, les délais de procédure sont interrompus. Ce qui veut donc dire qu'en cas de médiation conventionnelle, c'est-à-dire donc pas ordonnée par la cour, les délais ne le seraient pas. Et le truc que vous venez d'évoquer, il est le même devant la cour d'appel. Pour pouvoir interrompre des délais grâce à une médiation conventionnelle, il faut passer par l'étape procédure participative, où l'information donnée à la cour de l'entrée en procédure participative va interrompre les délais, et en particulier ces monstrueux délais de l'article 905, et donc dans le cadre de la procédure participative, faire venir un médiateur. Sonia, tu voulais rajouter éventuellement quelque chose ? Je vais juste rajouter le point suivant, c'est qu'en réalité, la complexité de cette convention de procédure participative de mise en état, elle est justement celle-là. Elle est de bien définir en amont l'objet. Et effectivement, c'est la question qui est d'ailleurs souvent posée, c'est que les questions peuvent se poser au fur et à mesure, c'est-à-dire l'avancement même du dossier peut engendrer des questions nouvelles. Et effectivement, ce que disait Véronique Julien est intéressant, c'est qu'on va pouvoir, à mon sens, quand même déterminer si on ajoute
au litige en cours, d'autres questions sur lesquelles on devra répondre, puisque en fait la convention en tant que telle, on répond par prétention, et qu'en répondant par type de prétention, je ne vois pas à titre conventionnel ce qui nous empêcherait de rajouter une prétention si tout le monde est d'accord pour rajouter effectivement un élément qui s'est présenté post-signature de la première convention. Donc, le cadre des mises en état et des réunions entre confrères et clients peut permettre d'évoquer cette question nouvelle qui aurait été posée parce que, effectivement, sous un rythme de questions successives ou d'interrogations successives, ou même après qu'un technicien ait été désigné, une nouvelle question se pose, je ne vois pas ce qui empêcherait conventionnellement de remettre dans une boucle une prétention qui n'aurait pas été initialement prévue. Surtout qu'on a un fondement textuel, puisqu'effectivement, il est prévu que la convention de procédure participative peut être modifiée dans les mêmes conditions qu'elle a été établie. Ça peut être effectivement une ouverture. Absolument. Et je pense que c'est important justement pour éviter peut-être de craindre de ne pas avoir englobé le premier périmètre du traitement de notre dossier, de se dire qu'effectivement, on prend le temps en amont de bien définir l'objet du différent, hein, puisque de toute manière, ça fait partie des critères obligatoires, mais qu'on peut aussi se poser la question, effectivement, au fur et à mesure de l'avancement de notre dossier, si on doit répondre à d'autres questions ou pas. Et nous pouvons également, comme l'a évoqué M. Barlot, dans le cadre d'une procédure participative, j'attire d'ailleurs l'attention des confrères que les actes de procédure d'avocat ne sont pas liés à la procédure participative, on peut en faire en toute matière et en tout temps. Mais donc, pour revenir à la procédure participative, on peut imaginer donc un acte d'avocat qui viendrait désigner le médiateur et qui permettrait d'ouvrir le champ des négociations avec l'intervention de ce tiers. C'est effectivement une des suggestions possibles. Alors, si tu me permets juste 2 secondes, c'est qu'effectivement, je n'ai pas développé énormément la liste des actes d'avocats qui sont possibles dans le cadre de cette convention de procédure participative de mise en état, mais elle est effectivement très très longue. C'est une liste non exhaustive qui est dictée par l'article 1546.3 du CPC. Ce qui est important, c'est simplement qu'effectivement, dans ces actes d'avocat, il faut à chaque fois déterminer la mission, le nom de l'expert, déterminer les pièces sur lesquelles il va se fonder, mais on a la possibilité effectivement de désigner énormément de personnes extérieures au litige et le choix du technicien est laissé à la libre appréciation des parties. Et là encore, c'est, je pense, un élément très important, cette procédure participative, comme moyen effectivement de mode amiable, c'est qu'il y a le choix. On peut choisir le technicien, on peut choisir sa mission, on peut choisir sa rémunération, le partage de la rémunération, enfin, ou la ventilation du mode de rémunération, et tous les actes effectivement qui peuvent être rédigés à la suite peuvent être des actes d'avocat, donc c'est quand même intéressant pour nous. Pour nos confrères, c'est 2063 du Code civil et 1546-3 du Code de procédure civile, et le recours au technicien, c'est le 4e. Ce qui pourrait éventuellement nous amener à cesser de faire des référés article 145 et passer directement à des expertises sur la base de cet acte de procédure d'avocat, puisqu'encore une fois, 1546-3 précise bien que c'est éventuellement dans le cadre d'une procédure participative de mise en état ou en dehors d'une procédure participative de mise en état. Réaction de vous, M. Barlot. Nous allons vider l'audience des référés 145 à partir de bientôt. Oui, pourquoi pas, ce n'est pas mon domaine, donc je me garderai bien d'intervenir sur les plates-bandes du pôle des urgences. Mais effectivement, la procédure participative et l'acte d'avocat permettent le recours à un technicien, permettent des constatations qui sont toujours bienvenues dans le cadre de la mise en état, comme ils permettent de s'entendre sur un certain nombre de faits constants et d'éléments acceptés conjointement par les parties. Cela aussi, ça fait partie, sans aller jusqu'à l'accord sur le fond, d'éléments qui permettent de favoriser une issue plus rapide du litige. Je vous ai donné la parole parce que j'ai une question piège à vous poser, Monsieur le Président. Sur cette question d'ailleurs qui a beaucoup
préoccuper la profession de façon, à mon avis, injustifiée, comme l'a bien rappelé Sonia, c'est cette purge des exceptions. Qui fait partie du travail d'un avocat. On reçoit une assignation, on l'épluche, on la regarde sous toutes les coutures et on frétille si on trouve une exception pour dézinguer dès le départ la procédure du contradicteur. Donc cette purge, on l'a fait, on fait cette analyse dès le départ toujours. Donc rien de nouveau à mon avis sous le soleil. Par contre, la difficulté que j'ai trouvée dans 1546.1, qui est le texte qui prévoit cette purge, ne vise que la procédure participative de mise en état. Tel que le texte est libellé, c'est les parties peuvent conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état à tout moment de l'instance, patali patala. Ce qui voudrait donc dire que pour ce qui est de la procédure participative de règlement amiable ouverte après la saisine d'une juridiction, cette purge n'existerait pas. Et la deuxième question que je me pose, c'est que le texte paraît limitatif puisqu'on a une exception précisément donnée par le texte, c'est sauf survenance d'une exception postérieurement à la saisine de la juridiction. Point. Moi, j'ai le souvenir en cours de procédure civile qu'une exception suivie d'un point, c'est la seule, l'unique. Ce qui voudrait donc dire que la procédure participative de mise en état purge également les exceptions qui pourraient être soulevées d'office par le juge. Non, ce n'est pas votre lecture. Alors, premier point, il n'y a pas de jurisprudence là-dessus, à ma connaissance. La Cour de cassation n'a pas eu à se prononcer, sauf si quelque chose m'a échappé. Je ne veux pas donner une position qui engagerait la juridiction, simplement j'observe sur le troisième alinéa de l'article 1546-1 qu'on nous dit qu'il y a renonciation de chaque partie à se prévaloir d'une fin de non-recevoir, ce qui n'interdit pas au juge de les soulever d'office, me semble-t-il. Ouais. Mais c'est une simple lecture, je ne veux pas engager la juridiction sur un point pour lequel notre jurisprudence n'est pas fixée. Simple observation de ma part. Voilà. Après, la Cour de cassation pour savoir. Pardon ? Il ira jusqu'à la Cour de cassation pour trancher ce point essentiel. Oui, mais j'observe quand même que on ne parle que des parties, on ne parle pas du juge. Donc, faut-il en déduire qu'il n'a pas la possibilité de soulever d'office? Je n'en suis pas sûr. D'accord. Il nous est posé une question à laquelle je n'avais jamais pensé, effectivement. Comment doit-on combiner une convention de procédure participative avec les règles de postulation? L'avocat postulant devrait-il être partie à la convention de procédure participative pour le compte de son dominus litis? Je pense que la question vise effectivement l'hypothèse où cette convention de procédure participative n'aboutirait pas à un accord et qu'il faudrait revenir devant le juge pour trancher un désaccord total, partiel, enfin en tout cas un désaccord persistant. Comment vous voyez les choses les uns et les autres? Pas simple, hein? Non, c'est pas simple. Moi, j'aurais dit qu'effectivement, pour des contentieux où il y a une obligation, je pense que ça serait préférable de mettre dans la boucle le confrère au titre de la postulation, puisque ce sera lui qui sera officiellement, notamment sur le RPVA. C'est une très bonne question. Je n'ai pas de réponse à vous donner. Mon sentiment en première analyse, c'est qu'à partir du moment où l'on est aux fins de mise en état,
il est bon de mettre le postulant dans la boucle, si je puis dire, et de l'inscrire comme signataire de la Convention. Ça dit, vous me prenez un peu à froid, et c'est une question à laquelle je n'avais pas véritablement réfléchi. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Moi, je jouerais plutôt la carte de la prudence comme Sonia. Oui. Principe de précaution. Il y a intérêt à ce que le postulant et le dominus litis soient partis à la convention de procédure participative. Puisque derrière, on a une saisine potentielle du juge, auquel d'ailleurs on va transmettre pour trancher le désaccord persistant la convention, les annexes. Donc je ne vois pas que l'on puisse faire l'économie du postulant. Ça me paraît difficile. Mais c'est une belle question qu'il faudra soumettre à Nathalie Frissero ou à Soraya Mranimeki. Nous avions d'autres questions. Une question, c'est ne serait-il pas prudent de saisir le juge de la mise en état pour préserver les intérêts du client en cas d'échec de la procédure participative? Alors, je ne sais pas ce qu'il y a de sous-jacent exactement à cette question. Je me dis que c'est pour peut-être conserver un calendrier de procédure et avoir la certitude de ne pas perdre de temps en passant pendant quelques mois des réunions en procédure participative. C'est peut-être ça qui est sous-jacent à la question. Qu'en pensez-vous, Monsieur le Président, Sonia? Je ne suis pas sûr de saisir la question. Si l'idée, c'est de soumettre au juge à titre conservatoire la fin de non-recevoir, puis repartir en procédure participative pour éviter la purge, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Si l'idée, c'est de dire on va d'abord traiter les fins de non-recevoir, les exceptions, puis une fois que tous les incidents seront vidés, on va partir en procédure participative, je m'interroge sur l'intérêt de la procédure participative, sauf à organiser un calendrier de procédure avec un simple échange d'écriture, auquel cas le juge de la mise en état sait très bien faire. Oui, il faut quand même rappeler que la condition sine qua non des procédures participatives, qu'elles soient de règlement conventionnel ou de mise en état, c'est des parties qui œuvrent conjointement et de bonne foi. Donc, oui, c'est exactement ça. Donc, je ne vois pas bien l'intérêt, effectivement, de le soumettre avant. Le but étant d'avoir en amont travaillé sur cette question, l'intérêt de notre client, éventuellement, parce qu'on peut effectivement ne pas avoir envie d'avancer et ne pas avoir envie de résoudre amiablement le différend qui nous est soumis. Après, c'est effectivement une question aussi de stratégie de l'avocat avec son client, mais en tout état de cause, le principe de bonne foi étant celui qui est essentiel à toutes les mises en œuvre de procédures de résolution effectivement, je vois pas bien comment on pourrait soumettre au magistrat cette question pour revenir après sur une mise en état qui serait conventionnelle. Non, ça me semble pas tellement compatible, en tout cas, avec l'esprit de la procédure participative. Et puis une autre question très pratique, Monsieur le Président, si vous l'avez en tête, quelle est l'adresse mail pour saisir le TJ de Nanterre d'un accord à homologuer? C'est une question qui n'est pas tout à fait résolue. On avait dans un premier temps pensé à une adresse unique. On penche plutôt aujourd'hui vers une saisine directe de l'adresse structurelle de la chambre concernée. C'est à venir. Pardon? C'est à venir, cette adresse, en fait. Donc, oui, tout à fait. Enfin, le barreau le barreau la communiquera, mais l'option sur laquelle on travaille, c'est que vous adressiez les demandes d'homologation au président de la chambre concernée par la matière au fond. Ah, d'accord. Écoutez, j'ai une autre question, mais qui concerne le CPH, donc nous en parlerons entre nous puisqu'ils ne sont pas là. Je voulais dire quelques mots de conclusion quand même, parce que sur l'intérêt, la puissance de cette procédure participative, restons vraiment sur la procédure participative de mise en état, qui est la plus simple pour se lancer dans cette aventure et celle où il y a le plus, je dirais, de carottes
l'intention du barreau, la chancellerie ayant manifestement envie que nous nous en saisissions, et M. Barlot nous a dit en propos introductifs pourquoi la juridiction aussi nous attendait sur ce terrain-là. La procédure participative de mise en état, c'est vraiment la mainmise des avocats sur leur mise en état. Pour être très pratico-pratique, si vous en avez assez d'avoir à conclure, moi ça m'est arrivé l'année dernière pour le lundi de Pâques, si vous en avez assez de passer vos vacances au mois d'août à taper des conclusions parce que délai 905 à la cour d'appel, ça, moi j'en garde un très mauvais souvenir de mes vacances 2018 au Lavandou où j'ai fait que conclure pendant mon mois d'août. C'est la procédure participative de mise en état. Elle interrompt les délais de 905. Elle vous permet ensuite, lorsqu'elle aura abouti, d'avoir des audiences à délai rapproché avec l'utilisation de ces adresses dédiées qui vont bientôt arriver. Vous avez également un autre effet de cette procédure participative de mise en état, c'est 382 du Code de procédure civile, le retrait de rôle, avec 369 du Code de procédure civile qui vous dit que la Convention interrompt l'instance même en cas de retrait de rôle, donc vous n'avez plus à surveiller, à être angoissé par les péremptions d'instance. Bref, vous avez la maîtrise totale et de votre mise en état et de votre agenda, et vos clients aussi, nos clients qu'on tanne parce que la clôture arrive et qu'il faut absolument communiquer les ultimes pièces en dernière minute et les relances incessantes qu'on doit leur faire. Vous maîtrisez votre agenda, le client maîtrise son agenda avec vous, vous avez un certain nombre de primes, j'ai parlé de carottes tout à l'heure, ou de primes à la clé. Vraiment, lancez-vous avec la procédure participative de mise en état. Monsieur le bâtonnier. Merci, monsieur le bâtonnier. Merci, Claude. Merci à tous. On a beaucoup appris, c'était passionnant, très intéressant, pas mal d'échanges, pas mal de questions. Peut-être avant de donner le mot de la fin, avec la conclusion a été donnée sur les aspects techniques et l'importance des deux procédures qui ont été l'objet du webinaire aujourd'hui. Concernant le CPH, la question avait déjà été posée lors d'un prochain webinaire, justement. Donc, je sais que c'est une question qui tient à cœur à beaucoup de nos confrères. Donc, je suis en relation régulière avec M. Philibin, le président du CPH de Nanterre, et nous allons aborder la question pour effectivement voir ce que l'on peut faire avec cette juridiction pour pallier les terribles retards que va rencontrer notamment le CPH de Nanterre. Pour le reste, merci. Merci Madame Drévillon, merci Monsieur Barlot, merci Sonia, merci Laurence, merci Claude pour cette présentation. Bien entendu, à l'instar de ce qui a été fait par les précédents webinaires, vous aurez communication de la superbe présentation qui a été préparée par les uns et les autres avec toutes les informations utiles à la fin, et notamment vous retrouverez tout d'abord l'adresse indiquée par Mme Drévillon concernant les conciliateurs du tribunal de commerce, ainsi que l'adresse qui est mise à votre disposition pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par la médiation pour leur dossier. Nous avons mis en place une équipe de médiateurs, ça a été dit, je le redis, une équipe de médiateurs qui sont là pour vous aider, pour étudier avec vous l'intérêt ou pas de vous engager dans la procédure de médiation, et il y a même été convenu avec cette équipe de médiateurs qui a été donc composée d'une quinzaine d'avocats à peu près. Avec cette équipe de médiateurs, il a été convenu que ceux-ci se chargeraient gratuitement de toute la phase pré-médiation. Voilà, donc n'hésitez pas, urgencemédiation@barreau92.com, et également, je vous le rappelle, la FAQ, la foire aux questions, les circulaires, les points d'actualité régulièrement à vos dispositions, et notamment ils sont abordés les questions de la médiation et de la procédure participative. Pour le reste, comme vous le savez, le 11 mai nous est annoncé le déconfinement, sous réserve de ce qui nous sera annoncé le 7. Donc normalement, l'ordre devrait être réouvert, bien entendu selon des modalités draconiennes. Nous allons donc prévoir des effectifs tournants pour pas qu'il y ait plus de 50% du personnel sur place, ce qui veut dire un présentiel dégradé, mais néanmoins des services qui reprendront eux à 100%. Je vous ferai suivre dans la semaine, je pense, une note qui vous expliquera les modalités de reprise en présentiel du fonctionnement de l'ordre.
Pour le reste, je vous remercie. Je remercie à nouveau les intervenants. Je remercie Guillaume Cattelbach du Droit pour moi qui nous aide et qui nous a, comme d'habitude, très bien aidé à organiser ce webinaire. Et portez-vous bien. À très bientôt. Merci. Merci à tous.